Bonjour à tous. Donc, encore une fois, petite configuration technique et j'ai vraiment le plaisir de vous présenter cette première conférence d'une série de 3 conférences qu'on a organisées moi-même, Elsa Bray de Ludipsy et Margot Blanchard de Triple Boris. Margot qui va être dans le chat si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez interagir avec elle. Elle va nous transmettre les commentaires également. Donc, pour cette première série, cette première conférence de Ludiquement Sérieux, comme je nommais une série de conférences avec différents chercheurs, professeurs et passionnés de jeux qui viennent nous parler de thématiques particulières. Donc, aujourd'hui, on va parler de communauté de joueurs. Donc, c'est un thème très, très, très large, mais vous allez voir, nos invités aujourd'hui, c'est leur spécialité, leur expertise. On va en parler sur différents angles et de mon côté, j'ai apporté l'aspect un peu plus bien-être, santé mentale pour venir compléter les choses, mais ça va être très, très intéressant parce que c'est un sujet passionnant. Justement, donc, je me présente Elsa de la plateforme Ludipsy, santé mentale et ludification. Donc, je fais du contenu créatif, des articles sur mon blog Ludipsy, des podcasts et des entrevues collaboratives avec des chercheurs, des intervenants, des créateurs, concepteurs de jeux et de l'analyse de jeux. Aujourd'hui, je collabore avec Jeux.ca, qui sont les streamers officiels de Montréal Joue. Et justement, dans le contexte de ce festival Montréal Joue, et voilà, super, ben, c'est la première série. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Deslauriers et Laura Iseux, La France Saint-Martin, qui vont aujourd'hui parler de communauté de joueurs. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire un beau petit tour de parole pour présenter nos super invités. Je vais y aller dans l'ordre de ce que je vois sur le stream. Donc, on va commencer par Patrick et par la suite Laura. Donc, Patrick, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et pourquoi on parle de communauté de joueurs avec toi aujourd'hui? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité premièrement, puis merci à tous ceux-là et toutes celles qui sont dans le stream. C'est très cool, malgré qu'il fait super beau. Donc, c'est un petit sacrifice. Je suis doctorant en communication à l'UQAM, puis je suis aussi chargé de cours. Donc là, en ce moment, je suis en train de rédiger une thèse que je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour terminer, mais bon, je suis quand même rendu au 3e chapitre, puis ça porte entre autres sur les communautés de joueurs et de joueuses. Donc, il y a quand même un petit lien ici qui est fait avec la conférence d'aujourd'hui. Sinon, j'ai aussi fait une maîtrise à l'UQAM en communication en médias sociaux numériques. Donc, ça montre un peu ma tendance que moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se dit en ligne, à l'extérieur des jeux, donc dans les forums, sur Twitch aussi, par exemple. Qu'est-ce que les gens vont... ça va être quoi leur pratique, ça va être quoi leur discours, ça va être quoi l'interaction avec les fans ou les personnes qui regardent le stream. Donc, je m'intéresse vraiment aux communautés de manière large, puis aussi de la relation que ces communautés ont avec les entreprises. Donc, par exemple, avec Ubisoft, avec Electronic Arts, j'essaie de voir c'est quoi le rapport de force entre ces entreprises et ces communautés. Donc, est-ce que c'est vraiment juste une entreprise qui vend son jeu, puis les joueurs et les joueuses l'achètent sans trop poser de questions, ou bien s'il y a des formes d'appropriation du jeu, d'exploitation des bugs ou des glitches dans le jeu, des mouvements de contestation. On va peut-être en parler tantôt, mais ça me fait penser à Cyberpunk 2077 qui est sorti récemment, puis qui a eu quand même une controverse autour de ce jeu-là, mais ça part quand même des communautés. Fait que je m'intéresse beaucoup au mouvement autant de l'engouement autour d'un jeu que de la contestation quand il y a un problème perçu par ces communautés. Je pourrais en parler encore longuement, mais vu que c'est ça la thématique d'aujourd'hui, ben, je vais laisser la place à Laura Isert, que j'appelle Isert normalement. Pas mal tout le monde m'appelle Isert. Pour ça, c'est pas mal normal. Donc, merci Elsa pour cette belle invitation. Merci à tout le monde dans le chat. C'est vraiment une belle occasion. Moi, je suis doctorante en études sémiotiques à l'UQAM. Je suis aussi chargée de cours en communication pour tout ce qui concerne les jeux vidéo. Sinon, mes intérêts de recherche principaux vont porter sur par rapport aux jeux vidéo, parce que je m'intéresse à plein d'autres choses aussi, mais par rapport aux jeux vidéo, je m'intéresse surtout
aux expériences vidéoludiques et en fait et au rapport que les gens ont avec leur propre expérience vidéoludique. Donc, plus précisément, dans le cadre de ma thèse, par exemple, je vais m'intéresser au monde vidéoludique. Donc, de voir comment, pour des joueurs, par exemple, qui vont habiter le même jeu pendant des années, qui vont jouer tous les jours pendant des années, comment cet espace-là devient un espace de vie, un espace de socialisation. Donc, c'est vraiment dans toutes mes recherches, ce qui revient tout le temps, c'est l'idée d'expérience. Mais pour ce qui est des communautés de joueurs, en fait, c'est depuis 2015, j'ai eu plusieurs projets de recherche qui portaient sur les communautés de joueurs. Donc, c'est quand même quelque chose à laquelle j'ai beaucoup touché pendant toutes mes recherches et mes dernières années d'études. Donc, je pense que vous le voyez bien, ça va être une conférence très intéressante parce qu'on a vraiment des experts ici qui s'y connaissent, qui vont venir par... Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné, peux-tu? Il y a une petite musique. Donc, c'est vraiment... On a des experts ici qui vont parler de communauté de joueurs et pouvoir en parler vraiment en détail, en profondeur. Oh, on a un host de Simon Dor. Bonjour, Simon. Bonjour, Simon Dor. Donc, je ne sais pas si vous les entendez, vous allez peut-être me voir réagir un peu au fur et à mesure, Patrick et Laura. Il y a de la musique qui apparaît quand les gens s'abonnent ou autre. Donc, c'est les réalités du live. Donc, peut-être qu'on peut justement commencer à explorer ce sujet un peu plus en détail de communauté de joueurs. Donc, la thématique un peu plus en détail de la conférence qu'on a voulu mettre de l'avant, Margot et moi, on réfléchissait un peu sur les thèmes de jeux sérieux, éthique en lien avec les jeux. Et de mon côté, avec mon parcours en plus en psychologie, je trouvais ça très intéressant d'étudier les communautés de joueurs, comment les communautés ont un effet positif, ou des fois on parle de communautés toxiques aussi de joueurs, et aussi la transformation du joueur à travers la communauté. Donc, c'est parti de très, très large. Et on en est venu un peu avec cette question-là de dire, c'est quoi les nouvelles tendances, problématiques, évolutions, prédictions, les grands mots, sur l'avenir dans le domaine d'expertise par rapport aux jeux. Et là, vraiment, c'est dans les communautés de joueurs par rapport aux jeux. Donc, très large. Dans le temps, c'est sûr qu'on ne pourra pas explorer toutes les différentes sphères de la thématique. Bien sûr, pour ceux qui veulent en apprendre plus et que ça les intéresse vraiment, je vous invite à suivre le travail de Laura et Patrick, qui, j'imagine, c'est accessible. Vous avez sûrement des pages professionnelles avec vos articles et vos publications. Oui. Moi, personnellement, j'ai surtout un profil ResearchGate sur lequel il y a pas mal tous mes articles. Donc, ça peut être une porte d'entrée. Super. Puis moi, je crois que j'ai un profil, mais je ne le mets pas à jour. Mais sinon, sur Google Scholar ou en tout cas sur vous trouvez les articles sur Google Scholar. C'est quand même accessible. Souvent, c'est gratuit. Puis sinon, sur Archipel, il y a Archipel, c'est comme la plateforme de l'UQAM pour les mémoires et les thèses. Donc, vous pouvez trouver mon mémoire sur cette plateforme-là qui traite de Minecraft et la communauté de Minecraft. Minecraft qui est un sujet très intéressant parce que très populaire comme jeu. Puis, c'est très intéressant de lire justement qu'est-ce qui ressort des communautés de joueurs de Minecraft. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est toxique? Qu'est-ce que ce jeu apporte? Donc, je vous invite à regarder sur les différents sites nommés pour en apprendre plus. Maintenant, si on entre dans le sujet, et quoi de mieux pour entrer dans le sujet que définir qu'est-ce que c'est qu'une communauté de joueurs. Donc, peut-être à tour de rôle ou ensemble, comme vous souhaitez, peut-être répondre un peu à cette question. Qu'est-ce qu'on veut dire par communauté de joueurs? Est-ce que tu veux commencer? Non, vas-y, c'est bon. Moi, je commencerai juste par dire que c'est très difficile. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui se sont penchés sur la question, puis je pense que ça dépend aussi du domaine de recherche, l'objet auquel on s'intéresse, l'époque aussi, à laquelle on s'intéresse à c'est quoi une communauté. Moi, je commence toujours mes textes puis mes articles en disant, la définition est très floue parce que justement, il y a diverses interprétations selon ce que je viens de dire aussi. Puis le mot communauté en tant que tel, je pense que c'est bien comme un fourre-tout, parce que toutes les caractéristiques se valent, puis
Donc, on va dire qu'une communauté, ben, c'est comme pris pour acquis, en fait, que tout le monde sait c'est quoi, puis qu'on réfère à la même chose, alors que dans les faits, il y a quand même peut-être des distinctions sur justement le point de vue de différents auteurs. Fait que je pourrais en donner quelques grandes lignes, juste rapidement, mais il y a Henry Jenkins qui s'est beaucoup penché sur les fans, puis justement les communautés autour de... Lui s'intéressait quand même à Star Trek, puis les Trekkies qu'il appelait, ou aussi des communautés de modeurs, des personnes qui vont faire des mods, des modifications du jeu. Donc, s'intéresser à ces phénomènes-là, puis ben pour lui, en fait, entre autres, les communautés, c'est des regroupements qui s'intéressent à un objet d'intérêt commun, puis qui ont quand même une passion partagée par cet objet. Puis le mot communauté lui-même ben, dévoile aussi cette idée de communion, qu'on met en commun ben, justement cet objet d'intérêt, cette passion. Il y a cette idée de don où on peut enseigner à des nouveaux qui rentrent dans une communauté. Donc, il y a aussi cette relation-là qu'il peut y avoir entre des anciens et des nouvelles personnes qui rentrent dans ces communautés. Et donc, Jenkins, ben, pour lui, puis il a quand même été fortement critiqué, mais ces communautés sont quand même authentiques, puis elles sont pas là pour faire de l'argent nécessairement, elles sont pas guidées par une logique marchande, mais sont vraiment là par passion, puis pour créer du contenu de manière collaborative autour d'un objet. Donc, je dis que c'est critiqué parce que ben, il y a beaucoup d'exploitation qui est faite par des entreprises, puis ça, c'est un peu un de mes sujets de recherche, puis peut-être qu'on peut revenir là-dessus tantôt, ouais. Mais il y a toute la notion de communauté de marque, donc les brand communities, qui sont, dans le fond, des entreprises qui disent qu'ils peuvent créer des communautés d'elles-mêmes en fournissant des plateformes, en fournissant des événements quelconques, et susciter comme une espèce d'engouement autour de leurs produits, puis les communautés émergeraient. Ce serait l'entreprise qui contrôlerait un peu ces communautés, alors que, en tout cas, nous, ce qu'on voit en communication à l'UQAM, puis c'est beaucoup notre directrice de recherche à Isert et moi qui nous partage ce genre de théorie, mais tout ce qui est appropriation de ces personnes-là dans les communautés, ben, ils ne sont jamais déterminés par la compagnie ou par le jeu, mais ils ont toujours une marge de manœuvre pour venir réinterpréter ce qui est proposé, pour venir confronter un peu aussi les pratiques dominantes qui sont proposées par une entreprise. Donc ça, c'est juste rapidement quelques types de communautés ou de définitions. Juste une dernière avant de passer la parole. Il y a la notion de communauté imaginée. Donc c'est une notion où en fait, on est tellement beaucoup dans une communauté, dans un regroupement, qu'on ne peut pas tous s'assembler en même temps au même endroit. Donc, ça réfère quand même, entre autres, à la nationalité. Donc, par exemple, des Québécois, il y en aurait partout sur la planète en ce moment. Ben, peut-être moins pendant la pandémie. Il y en a plusieurs qui sont revenus, mais normalement, il y a du monde même en Antarctique. Donc, c'est juste qu'on s'imagine appartenir à un groupe qui est défini par un trait commun, qui serait la nationalité dans ce cas-ci, et qui peut s'identifier à travers des symboles ou des signes, comme un drapeau, par exemple, ou la poutine. Donc, voilà. Mais il y a d'autres types de communautés, puis c'est super intéressant. C'est quand même très large, comme j'ai déjà dit. Effectivement. On voit que c'est une définition, comme tu nommais, qui est, si on observe au point de vue historique, qui a quand même évolué, puis bon, comme une majorité de définitions scientifiques universitaires, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs définitions différentes. Oh, on m'entend beaucoup moins fort. Oh, je vais essayer de augmenter mon micro. Désolée. Est-ce que c'est mieux comme ça? Donc, oui, en tout cas, je t'entends beaucoup plus fort. Ah, d'accord. Bon, et voilà, c'est ça le live. Donc, comme je mentionnais, qu'est-ce qui est intéressant avec les définitions, c'est qu'on peut voir l'évolution au niveau historique. Plus qu'on a de recherche, plus qu'on comprend les choses, plus que les définitions se peaufinent, mais qu'il y a encore cette variable-là que la définition peut changer selon l'angle de vue, selon l'approche scientifique aussi. Patrick nous expliquait que justement, c'est bien au-delà d'une forme de communauté. C'est complexe comme concept. Donc, justement, on va pouvoir essayer de définir ça le plus possible. Laura, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'une communauté de joueurs? Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec Patrick concernant la difficulté de définir le terme de communauté.
pour ceux qui me connaissent ou peut-être pour mes étudiants, s'il y en a qui sont en train d'écouter, ils savent, moi, j'aime beaucoup revenir à l'étymologie et à une définition beaucoup plus simple, parce que les concepts, on a souvent tendance à, comme Patrick le fait, et c'est normal, on est habitué de faire ça, d'aller citer directement des penseurs avant de s'intéresser même aux mots qu'on utilise pour définir ça. Mais tu sais, communauté, à la base, c'est un groupe social dont les membres ont un certain trait caractéristique qui est commun. Donc, l'idée ici, c'est le concept principal, c'est l'idée de regroupement et de commun. Donc, on se demande toujours qu'est-ce que ces gens-là vont avoir en commun et en fonction de quoi. Donc, je trouve que de retourner à cette définition-là, ça rappelle en fait que c'est un jugement qu'on passe sur un ensemble d'individus qui ont peut-être pas nécessairement beaucoup de choses en commun de base. Donc, tu sais, souvent, on va parler de communauté, par exemple, dans les community studies aux États-Unis, ça va être des gens qui vivent proches. Donc, une communauté dans le sens des gens qui vivent dans le même quartier ou des choses comme ça, mais ça, c'est pas nécessairement des gens qui ont, tu sais, un même style de vie ou qui vont avoir les mêmes intérêts et tout ça. Donc, c'est vraiment, je trouve ça important de positionner le regard qui donne le trait de communauté à un regroupement de personnes. Donc, de voir vraiment d'où on part. Puis, un deuxième élément peut-être que je trouve intéressant de nommer, particulièrement quand on parle de communauté de joueurs, c'est que souvent, on va penser à, par exemple, le regroupement sur des subreddits. Donc, tu sais, sur un subreddit de jeu, tous les joueurs qui jouent à tel ou tel jeu. Mais de se rappeler que c'est pas nécessairement seulement en lien avec des plateformes, mais que ça peut être vraiment une communauté de pratique. Donc, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une communauté de joueurs et de joueuses, même si on n'est pas connecté, même si c'est pas un jeu en ligne. Donc, tu sais, c'est aussi un regroupement de gens qui jouent à un même jeu, qui vont partager une expérience ludique, qui vont aller sur des wikis, qui vont, tu sais, en parler autour, tu sais, d'un souper d'amis dans le temps qu'on avait le droit de faire ça. Ouais. Ou qui vont jouer d'une... Tu sais, moi et Patrick, on a travaillé ensemble sur l'idée aussi de sous-communauté, donc de gens qui font pas simplement jouer à un même jeu, mais qui vont jouer d'une manière semblable. Donc, c'est vraiment de voir, de positionner le regard de la personne qui va aller chercher des traits communs, puis qui va comme construire l'idée même de la communauté à travers le fait qu'on reconnaît quelque chose de commun à plusieurs personnes. Donc ça vient chercher aussi ce sur quoi Patrick et moi travaillons beaucoup, c'est-à-dire sur la communication, la mise en commun. Donc, c'est par la communication, par la mise en commun d'individus qu'on construit une communauté. Super intéressant. Puis, je vais ajouter ici un peu de mon côté ce que je trouve très intéressant dans le concept de communauté de joueurs, c'est ce que les communautés et justement la mise en commun et la communication peut apporter pour l'individu. J'amène mon approche psychologique ici, mais c'est justement le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance qui se crée, et ce sentiment-là d'appartenance peut être envers différentes communautés aussi. Puis je pense que c'est un peu ça que vous nommiez avec les sous-communautés, le fait que je peux appartenir à une communauté plus large, plus grande, mais je peux aussi appartenir à différentes sous-communautés. Et à travers la communication et la mise en commun, il y a l'identité qui se développe, le sentiment d'appartenance, la confiance, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'aborder justement, notamment dans les jeux, l'aspect de communauté de joueurs parce que on joue de plus en plus, on apprend à jouer et le jeu se développe. Qu'on parle de jeux de société, qu'on parle de jeux vidéo ici un peu plus, mais ça devient de plus en plus populaire et commun, les jeux vidéo. Et c'est important de voir qu'est-ce que c'est les communautés, comment les communautés se développent entre elles et comment l'individu se développe à travers les communautés de joueurs. On vient de définir de manière très, très large et complexe. On voit on aurait pu faire une conférence juste sur la thématique de qu'est-ce que c'est que les communautés de joueurs. Mais ici, je vais ajouter une petite variable. Puis, Patrick, tu avais commencé un peu à l'aborder, mais en ce moment-là, dans la recherche par rapport aux communautés de joueurs, c'est quoi les problématiques ou les tendances actuelles dans ce domaine, justement? Donc, un peu
vos recherches sont orientées sur quoi? Oui, moi je m'étais mis sur mute, fait que je suis de retour. Ah, et voilà. Ben, je peux parler de nos recherches qu'on a faites en commun, en fait, avec Isert, comme on en a déjà parlé un peu, mais ben, la toxicité, c'est sûr que c'est une thématique qui est très importante, puis c'est un peu stéréotypé aussi, là, parce que quand on parle d'industrie du jeu vidéo, on va se dire, bon, ben, les gens sont toxiques, sont potentiellement violents, puis pour le monde à l'extérieur de l'industrie ou qui joue pas beaucoup, puis qui regarde beaucoup qui se fie aux médias traditionnels, peut-être, ça peut être un angle qui est apporté parfois dans les jeux vidéo, quoique ça peut l'être de moins en moins. Mais il y a quand même aussi une espèce de préjugé négatif parfois. Donc, Isert et moi, on s'était intéressé à la toxicité dans une communauté de joueurs d'un jeu qui s'appelle Dead by Daylight, parce qu'on a fait un article, donc c'est public. Puis ça, c'est quand même c'est une thématique qui est très importante pour les entreprises parce que pour elles, ben, elles cherchent à diminuer la toxicité, évidemment. Elles ne veulent pas qu'il y ait des gens qui s'envoient des menaces de mort, puis que ce soit extrêmement violent autant dans les pratiques de jeu, donc ce qui se passe pendant qu'on joue, mais aussi dans le chat vocal pendant qu'on joue, le chat textuel. Mais après ça, il y a des gens qui vont aller à l'extérieur du jeu pour essayer de cibler certaines personnes qui n'auraient pas joué de la bonne manière. Donc, ça, c'est une thématique qui est quand même importante dans la littérature, puis qui n'est pas représentative du tout de ce qui se fait, par contre, en études du jeu. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter sur cet article-là qu'on avait fait. Ben, c'est sûr que moi, ça fait plusieurs années déjà que je travaille sur la toxicité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est crucial par rapport aux communautés de joueurs en ce moment. Mais peut-être que je rajouterais plus précisément, au sein même de l'idée de la toxicité, il y a aussi l'idée de la diversité puis de l'inclusion dans la culture vidéoludique. Donc ça, on l'a vu par exemple avec tous les scandales qu'il y a eu l'été passé dans l'industrie. Donc ça, on en avait parlé avec les MeToo et tout ça. Mais c'est quelque chose aussi qui revient depuis plusieurs années par rapport aux communautés elles-mêmes. Donc l'intolérance au sein des communautés de joueurs qui vont souvent prendre la forme de commentaires racistes ou sexistes ou tout ça, tout ce qu'on met dans le bassin de la toxicité. Mais je pense que plus précisément, plus que... par exemple, dans les commentaires qui vont revenir souvent, il va y avoir des insultes plus liées au statut même de joueur, comme noob, ou des choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'insultes qui sont reliées à une identité de genre ou à une identité raciale. Donc ça, tant qu'à moi, c'est quand même à traiter d'une autre manière parce que ça touche pas juste la culture vidéoludique, mais le lien qu'il y a entre la culture vidéoludique et la culture plus générale et les discours sociaux qui vont être valorisés autour d'une certaine forme d'identité. Oui, effectivement, je pense que tu mentionnes quelque chose de très, très important au niveau de la toxicité, j'ai toujours la misère avec ce mot-là, de ce qui est toxique dans les communautés de joueurs. Si on parle de tout ce qui est la discrimination, autant au niveau des communautés, autant au niveau de l'identité de genre, l'expression de genre, le genre en général, les différences culturelles, c'est des éléments qui malheureusement sont encore présents de nos jours. Et d'être capable d'étudier ça, d'observer ça et de sensibiliser par la suite les entreprises ou même les designers, concepteurs de jeux pour voir comment ces choses-là peuvent être graduellement changées parce que ça a un impact direct sur quel genre de communauté est-ce que le jeu en tant que tel va amener aussi. Et j'en comprends, tu me diras si je me trompe, mais que dans ton commentaire aussi, qu'il y a l'importance, une fois que le jeu est fait aussi, de voir comment est-ce qu'on modère un peu, c'est quoi les normes, les règles dans les communautés qui vont avoir un impact aussi sur comment la communauté va être toxique ou pas. En ce sens, je vais aller un peu avec ma prochaine question. Je pense que ça fait une belle transition. Est-ce qu'on peut parler justement de règles éthiques et sociales dans les jeux vidéo et les communautés de joueurs? Est-ce que ça se met en place? Qui est-ce qui met en place ces règles éthiques et sociales? Les joueurs, les modérateurs, les concepteurs de jeux?
Euh, Est-ce que tu voulais y aller, Patrick, ou j'y vais? Je peux y aller, vu que j'ai toujours commencé. Je vais te laisser parler. C'est bon. Ben, c'est extrêmement compliqué d'étudier. Tu sais, nous, dans nos projets, c'est une des choses on voulait vraiment faire, qui nous tenait vraiment à cœur. C'est l'idée d'étudier les normes puis les valeurs qui vont se développer dans une communauté en fonction d'un jeu en particulier. Donc, pas nécessairement dans la culture vidéoludique en général, mais oh, bon, j'ai de la visite. Ah, le fameux chat. Oui. Donc, je vais vous présenter. Oh, coucou. Donc, c'est extrêmement difficile de fixer, en fait, les normes d'une communauté. Puis ça prend la forme souvent d'une négociation. Donc, ça va être autant en lien avec la plateforme même du jeu, avec l'image et le discours que les concepteurs et la compagnie, particulièrement les gestionnaires de communauté, vont entretenir, mais il y a aussi une part d'indécision par rapport à la communauté elle-même qui peut décider de s'approprier un jeu d'une manière qui après devienne une norme. Donc, on peut pas particulièrement, on peut pas complètement, en fait, contrôler quel type de valeurs vont se développer dans notre communauté de joueurs. Cela dit, c'est clair qu'il y a des systèmes de jeu qui favorisent certains comportements problématiques. Donc, en permettant ou en favorisant certaines problématiques, certains comportements problématiques, on va venir induire une certaine norme. Donc, dans l'étude de la toxicité, par exemple, on va souvent parler c'était dans World of Warcraft, il y avait une mécanique qui s'appelait le ninja looting. C'est-à-dire que c'est la personne qui donne le dernier coup qui a tout le butin. Oh. Donc, qui va gagner toute l'expérience et qui va gagner tous les items. Donc, ça encourage vraiment les gens à se promener ou à se cacher et à attendre que les gens soient en train de se battre contre un monstre et juste donner le dernier coup. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique de système de jeu, de mécanique de jeu qui favorise certains comportements toxiques. Donc les concepteurs, probablement que quand ils ont conçu cette mécanique-là, ils se sont pas dit « Ah oui, on va mettre ça pour que les joueurs deviennent toxiques », mais c'est comme ça les comportements vont toujours être en dialogue avec le jeu, avec les autres joueurs et ça va faire en sorte qu'il peu à peu, il va y avoir une certaine norme qui va s'établir. Oui, effectivement. Donc là, j'en comprends dans l'exemple que tu mentionnes que c'est plus les joueurs par eux-mêmes qui ont amené comme une règle éthique sociale, puis là, les autres, en suivant le mouvement, c'est devenu comme une règle communautaire, de la communauté de joueurs, et que cette règle-là est toxique en soi parce qu'elle amène vraiment un déséquilibre, puis elle amène à favoriser des comportements aussi qui sont pas très civils et sociaux, je pourrais dire. Donc, c'est une étiquette de joueur un peu douteuse, mais qui est favorisée par le système du jeu, qui n'est pas nécessairement encouragée directement. C'est pour ça qu'on dit pas, qu'on va pas dire le jeu rend les joueurs toxiques, mais on va dire que ça favorise certains comportements. Donc, c'est une approche qu'on appelle dans le monde académique le déterminisme technologique doux. Donc, c'est de dire que oui, la plateforme en elle-même favorise certains comportements, mais que le joueur ou la joueuse possède toujours une certaine agentivité de ne pas vouloir actualiser ce comportement-là. Donc, on n'est pas des algorithmes qui font seulement réagir au contexte. On a quand même une certaine agentivité, une liberté humaine, mais que le fait qu'il y ait des plateformes qui favorisent certains comportements toxiques, c'est problématique en soi. Effectivement. Et là, ça peut devenir difficile pour l'individu joueur de dire, est-ce que j'embarque un peu dans cette règle-là pour jouer parce que j'aime le jeu en tant que tel, ou est-ce que je choisis de ne pas jouer ou de ne pas embarquer dans cette règle-là, mais que je sens que là, j'appartiens moins à la communauté puis qu'il y a comme une espèce de conflit de valeurs qui se met en place, là. OK, très intéressant. Est-ce que, Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Oh oui, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Lisa a dit, en fait. Puis,
ça fait penser justement, j'avais en tête justement ce concept-là parce que c'est sûr qu'on l'utilise ici à l'UQAM un peu, mais le déterminisme technologique doux, que justement les entreprises vont essayer de designer le jeu d'une certaine manière, puis mais c'est tout un, je dirais pas écosystème, mais c'est autant le design du jeu que le marketing du jeu, puis aussi le rôle des gestionnaires ou les développeurs de communauté qui viennent poser un certain discours ou regard sur leur propre jeu en interagissant avec les communautés, ou leur communauté, on pourrait dire. Tout ça, ça fait en sorte que, oui, il peut y avoir une espèce d'idée de c'est quoi le jeu, c'est quoi les bonnes pratiques. Puis il y a un exemple concret sur lequel moi j'ai travaillé avec un collègue, Issam, qui est rendu chez Ubisoft. Mais on a travaillé sur le jeu d'Ubisoft, For Honor, puis c'était sur la communauté naissante du jeu qui n'était pas existante encore parce que le jeu n'était pas sorti. Puis on a quand même eu une chance d'accéder à des données du jeu pour voir les comportements dans le jeu, mais aussi de voir comment certaines normes aussi se développaient à travers le temps. Puis on a vu que Ubisoft mettait de l'avant certaines valeurs comme... donc, juste pour résumer, le For Honor, c'est un jeu de combat entre des vikings, des samouraïs et des chevaliers, je crois. C'est des combats 1 contre 1 normalement, mais il peut y avoir 2 contre 2. Puis c'est un peu un jeu de combat, mais il y a des objectifs différents aussi à travers le jeu. Puis les valeurs qui étaient mises de l'avant par l'entreprise, c'était qu'on joue avec honneur. Donc, comme le nom le dit, déjà là, ça indique un peu un certain style de jeu. For Honor. C'est toujours un combat qui est respectueux. Donc, il n'y a pas de toxicité. Il n'est pas supposé avoir de toxicité. On est supposé être... Je sais pas, on fait ça pour le plaisir. Puis, oui, il y a quand même de la compétition, mais après ça, on ne va pas aller faire du teabagging. On devrait être respectueux de l'adversaire qu'on a défait. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les joueurs et les joueuses ont développé des normes qui étaient un peu contraires à ces valeurs-là parce que il y avait dans le design du jeu certains éléments qui étaient mis de l'avant. Donc, tout le score, tout ce qui est les effets visuels qui disaient « t'as gagné t'es dans ton équipe, c'est toi le meilleur ». Ça mettait vraiment de l'avant l'individualisme. Donc, ça, c'était un peu contraire justement à ces valeurs qui étaient aussi mises de l'avant par cette entreprise. Puis, ça pouvait mener à de la toxicité qui n'était pas voulue par la compagnie. Mais quelque chose d'autre aussi qui s'est développé qui est super intéressant, c'est que dans ce genre de jeu-là, puis on l'a vu aussi avec un jeu sur lequel on a travaillé récemment, Dead by Daylight, c'est que des fois, il y a des outils de communication qui sont... il y a certaines lacunes, les gens ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc, ils sont super créatifs, les joueurs et les joueuses vont trouver des manières alternatives de communiquer à travers les mécaniques de jeu. Puis que ça devient un langage, un métalangage qui est superposé à, par exemple, du chat textuel ou vocal, puis qui devient une norme aussi parce que la manière de réutiliser les mécaniques de jeu deviennent dominantes dans le jeu, puis ça vient signifier quelque chose aux personnes qui participent. Donc, rapidement, dans For Honor, il y a des emotes. Donc, des emotes qui sont des courtes animations qu'on peut voir dans Fortnite aussi, donc qui peuvent signifier plusieurs messages. Puis dans For Honor, normalement, l'animation peut durer comme quelques secondes, mais si on pèse beaucoup sur le bouton rapidement, c'est comme si ça faisait juste une partie de l'animation. Donc, on peut danser, par exemple, alors que ce n'était pas l'intention des développeurs ou des designers. Et donc, il y a tout un métalangage parallèle qui a été créé par la communauté pour signifier, par exemple, merci du combat, on va se partager le butin, ou etc. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, ça se développe, comme Isaac l'a dit, ça se développe souvent contre les intentions des développeurs, mais qui ont quand même, ils ont quand même un certain contrôle initial. Mais après ça, ce que le jeu va devenir, puis qu'est-ce que les communautés vont développer comme pratique dominante, comme discours dominant, comme règles éthiques ou comme normes sociales, ça peut diverger. Puis, ce qui se passe au sein de la communauté, mais c'est autant dans le jeu qu'à l'extérieur du jeu, donc sur les plateformes, comme j'ai mentionné tantôt. Le Reddit, c'est une plateforme très populaire pour les discussions entre les joueurs et les joueuses, mais il y a des forums qui sont dédiés à des jeux. Il y a tout ce qu'il y a sur YouTube aussi. Puis, il y a des personnalités très influentes qui peuvent mettre de l'avant une manière de jouer ou tester un glitch, puis ça devient extrêmement populaire. Puis après ça, la compagnie doit répondre à qui devient dominant dans le jeu, puis qui peut un peu casser ce qu'il y avait comme intention. Puis je voudrais juste terminer, en fait, aussi dire que par rapport à la toxicité, c'est aussi un problème
en recherche, mais aussi à l'extérieur de la recherche. Mais la toxicité, c'est pas toujours, mais c'est souvent. En fait, les comportements dans les jeux, quand on dit que c'est toxique, c'est toujours jugé comme extrêmement négatif. Alors que des fois, c'est pas nécessairement de la toxicité, mais c'est plus de la compétitivité entre les personnes qui jouent. Puis des fois, c'est ça la nuance. Puis pour les communautés, ben c'est pas toxique pour eux ou elles parce que leur manière de jouer, ben c'est là-dedans qu'ils ont du plaisir. Puis ça vient. Là, je pourrais pas rentrer dans tout ce qui est comment ça les affecte personnellement, mais ça devient la norme. Puis c'est pas nécessairement négatif d'avoir tel ou tel comportement. C'est juste une nuance que je voulais apporter. Tout à fait. Je pense que c'est très important et intéressant ce que tu mentionnes, cette nuance entre des comportements, des réactions qui vont être toxiques et quelque chose qui est, je pourrais dire, normal puis qui permet aussi le développement individuel. Tu sais, on a besoin, pour chez certaines personnes, d'être dans la compétitivité pour développer, exemple, notre confiance en nous, pour développer notre manière de communiquer, notre gestion émotionnelle. Il y a plusieurs joueurs qui aiment ça parce que ça leur donne de l'adrénaline. Ils aiment développer une argumentation, ils aiment l'aspect stratégique dans la compétition. Si on se sent bien puis que c'est dans le respect mutuel, ben il n'y a rien de toxique à ce niveau-là. Donc, c'est très intéressant, effectivement, comme différenciation entre les deux. Peut-être avant d'enchaîner avec les autres questions de ma part, j'avais des questions justement dans le chat. On me demandait, et c'était un peu par rapport à tout à l'heure, peut-être que vous allez comprendre, mais est-ce qu'on parle d'un effet de cocktail de facteurs? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Puis est-ce que c'était en lien avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure? Ben, si on prend ça dans un... Si c'est un concept, je ne le connais pas. Mais si c'est une expression pour dire qu'il y a plusieurs facteurs, en fait, qui vont faire en sorte qu'une communauté toxique va s'actualiser, oui, tout à fait. On ne peut pas simplifier ça à un seul facteur. On ne peut pas mettre la faute comme on voudrait bien pouvoir mettre la faute sur quelqu'un, mais c'est pas si simple que ça. Donc, il faut vraiment voir tout comment la plateforme de jeu est faite, comment le système de jeu est fait, comment les concepteurs vont interagir avec les joueurs et les joueurs eux-mêmes. Donc, si ce sont des joueurs qui viennent d'une autre communauté, parce que souvent on va voir ça, une communauté de joueurs qui vont quitter un jeu et qui vont aller jouer à un autre jeu, ben, ils vont amener leurs habitudes avec eux, vont essayer de s'approprier le jeu à partir de leurs anciennes habitudes. Puis peut-être juste avant de laisser la parole à Patrick, qu'est-ce qu'il a dit m'a fait penser au fait que moi, dans un des projets de recherche sur la toxicité, j'avais travaillé sur une sous-communauté de joueurs qui se disaient eux-mêmes comme toxiques et qui valorisaient la toxicité. Donc, c'était pas nécessairement une forme de toxicité qui prenait, qui allait vers le sexisme ou le racisme, mais eux autres, ils valorisaient vraiment comme une performance d'agressivité. Ça faisait partie de leur plaisir de jouer. Donc, c'est aussi, ça me faisait penser aussi à, il faut toujours regarder c'est qui va dire que le comportement est toxique. Parce que peut-être que c'est, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est une vraie agressivité, alors que ça peut être aussi une feintise d'agressivité. Donc, ça peut être comme des enfants qui se chamaillent, par exemple, donc qui font semblant de se battre et que ça peut prendre cette forme-là, donc une forme d'agressivité feinte qui peut avoir l'air violente de l'extérieur, qui peut tout à fait être violent contre des personnes qui se retrouvent dans une situation qu'eux autres n'ont pas choisie avec des valeurs qu'ils ne partagent pas, mais que peut-être pour la majorité des gens qui sont dans cette expérience-là, à ce moment-là, c'est tout à fait correct comme expérience et que c'est même ça qui est recherché. Effectivement, je pense que tu le nommes assez bien. J'ai l'impression que le point principal, c'est la volonté, le désir d'être dans cette communauté. C'est une personne qui est pas à l'aise avec la compétitivité, qui serait forcée à être dans cet état-là, pourrait le vivre comme quelque chose de toxique ou de néfaste. Mais là, j'en comprends dans ce genre de communauté que eux, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment, la compétitivité, d'être un peu plus... brusques entre eux, on va le nommer ainsi, mais ça se peut que à ce moment-là, si c'est leur désir, leur volonté, ben ça leur convient, puis ils vont pas vivre ça comme quelque chose de toxique. Oui, puis je voudrais peut-être aussi faire une petite nuance, que c'est quand même, il faut pas associer toxicité à compétitivité.
Mhm. Donc, c'est pas des synonymes. Tu peux être très compétitif, mais le faire d'une manière qui soit respectueuse. Et tu peux aussi pas du tout être compétitif et être très toxique. Donc, oui, ça va souvent, on va faire une association parce que souvent dans les discours médiatiques et aussi dans les communautés qui sont reconnues comme étant les plus toxiques, ça va être souvent des jeux compétitifs. Et ça va passer par des insultes sur t'es pas assez bon pour être dans mon équipe ou ce genre de choses-là. Mais il ne faut pas faire une association trop simple entre ces deux termes-là. Oui, il peut y avoir des facteurs qui vont faire en sorte que, par l'expression de ta compétitivité, tu vas démontrer de la violence ou de l'agressivité, mais c'est pas une équivalence entre les deux termes. Oui, il y a Simon Dard qui te dit très bonne précision, Iseu. Merci, Simon. Parfait. OK, donc je pense, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont des questions? Sinon, on va enchaîner un peu au deuxième tour de questions de ma part. Sinon, vous pouvez les écrire au fur et à mesure, mais on va prendre le temps plus de répondre à la fin. Je pourrais ajouter, juste par rapport à tout ça, en fait, c'est que des fois, c'est incompris, les pratiques des joueurs, qu'est-ce qu'ils font dans le jeu, puis mettons, par exemple, un néophyte qui entrerait dans cette communauté, dans le jeu, comprend pas un comportement dominant. Puis pour les communautés, ceux qui sont là depuis longtemps, ben, c'est une pratique qui est tout à fait normale, puis comme vous venez de le mentionner les deux, en fait, qui est pas nécessairement toxique, parce que c'est accepté. Ça peut être une blague, comme une inside joke, une blague d'initié, ça peut être une forme de politesse aussi, mais c'est juste que c'est incompris de la personne qui rentre dans cette communauté. Puis parfois, c'est même les entreprises elles-mêmes qui comprennent pas nécessairement comment les joueurs se sont réappropriés leur jeu, puis que c'est pas nécessairement toxique. Donc, une compagnie qui dirait va étudier la toxicité, mais peut-être que la communauté, au final, n'est pas nécessairement toxique. Puis, comme Isaac vient de le dire, mais justement, ça peut être plus de la compétition, puis ça peut être de bonne guerre, puis ça peut être respectueux dans les pratiques, dans les gestes qui sont posés par après. Je pense que ça amène le fait que c'est important pour le joueur ou le chercheur qui va étudier l'aspect toxique de ne pas avoir de précroyance ou de préjugés non plus, d'y arriver vraiment avec une certaine ouverture, puis de vraiment voir est-ce que c'est quelque chose de toxique ou pas, selon la communauté, selon les joueurs, selon l'intention aussi de cette communauté-là. Puis c'est pour ça que c'est important nous, on fait la blague un peu à l'interne, mais qu'on ne peut pas quantifier, puis Isaac l'a comme un peu abordé tantôt, mais on ne peut pas quantifier la toxicité. Donc, on ne peut pas dire, bon, il y a eu tant de comportements dans le jeu, donc cette communauté est toxique, parce que les entreprises de plus en plus collectent des données sur leurs joueurs pour savoir exactement à quel moment, à quel endroit il s'est passé telle action. Et après ça, tout ce qui est intention, puis comme tu viens de mentionner, Elsa, donc toute l'intention, le pourquoi de tout ça. Et après ça, il faut soit interviewer des joueurs ou des joueuses, aller voir sur les forums, écouter les streams pour comprendre, OK, peut-être que dans le contexte, finalement, c'est pas aussi simple que ça. C'est quand même complexe. Puis les joueurs, se sont développés des pratiques qui, pour elles, sont très significatives. Donc, il y a quand même... c'est pour ça que nous, on valorise beaucoup l'approche qualitative, mais c'est quand même important aussi de mettre ça en relief. Effectivement. Puis c'est, je rajoute une mini-chose, mais notamment l'exemple de l'utilisation de l'humour et que l'humour, parfois, tu sais, on a cette ligne très mince entre est-ce qu'on est dans quelque chose de toxique ou est-ce qu'on est dans une forme de communication sociale qui peut être utilisée. Il y a quelqu'un qui dit « Merci de l'aborder. Je me demandais justement comment vous, en tant qu'observateur, vous arrivez à déterminer les comportements d'inside joke versus de j'aime dire que ce mot-là, toxicité. Laura le sait lors de notre entrevue. Et voilà, de trucs toxiques. En fait, je peux me permettre de commencer. Je dirais que dans le meilleur des mondes, ce serait de déjà faire partie de la communauté qu'on étudie. Donc, moi, j'ai quand même eu cette chance-là pour une recherche que j'avais faite sur Guild Wars 2. Donc, moi, j'étais déjà joueuse, j'étais déjà dans cette communauté-là. Et c'était une étude comparative, donc entre Guild Wars 2 et League of Legends. Donc, moi, je faisais partie de ces deux communautés-là. Donc, j'arrivais quand même à connaître l'éthos de la communauté. Donc, c'était quoi les normes, c'était quoi les valeurs.
Dans le cas où on ne fait pas partie de cette communauté-là, ben c'est par une observation, mais qui va être peut-être plus de longue durée. Donc, on va vraiment essayer de s'immerger dans la communauté de manière à pouvoir éventuellement reconnaître certains comportements typiques. Donc, on va vraiment essayer de pas seulement passer une après-midi sur Reddit, mais vraiment essayer de passer plusieurs mois complètement immergé dans une communauté, en relation avec, observer plusieurs éléments, donc sa relation à la compagnie, etc., de manière à pouvoir, après ça, contextualiser ce que les joueuses disent, leur comportement et tout ça. Donc, je pense que c'est intéressant. Tu mentionnes ce qu'on peut appeler un peu plus comme une recherche longitudinale, où est-ce qu'on va vraiment y aller à long terme et pas juste prendre une petite partie de ce qu'on observe. Quand on fait nous-mêmes pas partie de la communauté, ben, ça prend du temps. Un peu une approche, on le nomme un peu dans les commentaires, mais c'est quasiment une approche anthropologique ou d'ethnologie, de vraiment prendre le temps d'apprendre, observer la communauté à long terme. Là. Oui, tout à fait. OK. Puis il peut aussi y avoir des auto-ethnographies. Donc, justement, sur nos propres pratiques dans ces communautés. J'en ai jamais fait personnellement, mais c'est quelque chose qui se fait en sciences humaines, en recherche qualitative. Mais oui, tout ce qui est ethnographie, ça se fait. Puis les analyses de discours sur le long terme, justement, de voir l'évolution de ce qui est dit ou de ce qui est fait. C'est quand même des approches qui sont quand même, je dirais pas dominantes, mais qui sont quand même assez populaires. Puis, comme Isaac le dit, ben, il y a beaucoup d'auteurs dans les études en jeux vidéo qui mentionnent justement ce besoin de faire partie de la communauté, au moins d'avoir joué à ce jeu-là pour comprendre un peu les subtilités, puis pas juste arriver, comme Isaac le dit, pendant une fin de semaine, puis récolter des données, puis essayer d'interpréter ça. C'est sûr qu'en ayant le regard au moins d'avoir joué, mais aussi d'aller voir dans la communauté à l'extérieur du jeu. Parce que c'est l'un verse dans l'autre, en fait. L'un est indissociable de l'autre. Peut-être avant Internet, il y avait quand même des conventions de joueurs, de joueuses, où il y avait d'autres manières de se rencontrer dans des LAN parties, par exemple. Mais il y avait quand même aussi ce rapport à l'extérieur qui est important. Puis en tant que chercheur, chercheuse, c'est important aussi justement de s'outiller puis d'arriver préparé. C'est là, pour revenir à la question, mais c'est là qu'on peut voir comment est-ce que, par exemple, une pratique qui est un peu banale devient une inside joke. Donc, qui devient une blague parce que c'est utilisé très populaire dans les communautés de joueurs. Donc, ça peut être répété et réutilisé. Puis juste une réplique à un commentaire sur un forum, mais on voit que c'est intégré dans le discours des joueurs, par exemple. Effectivement, je pense que c'était une très belle réponse, très complète à cette question. Merci d'avoir posé la question. Vous avez un peu répondu. Je vais quand même poser la question, voir s'il y a autre chose à aborder sur le sujet, mais on parle de recherche, justement, et vous êtes des chercheurs, donc ça tombe bien. Comment est-ce que la recherche académique peut aider dans ce domaine? Et là, on parle justement comment ça peut aider autant dans la connaissance, l'approfondissement des communautés de joueurs, autant au niveau de tout ce qui est communauté toxique, mais aussi à aider à comprendre les différentes communautés. Oui. Je pense que c'est à mon tour de commencer. C'est bon. Mais on fait des recherches similaires, mais bon, je peux quand même proposer quelques pistes, mais en fait, l'avantage dans les cycles supérieurs, en fait, de ce que nous, on fait, c'est qu'on peut se pencher pendant longtemps sur une communauté ou sur un enjeu, une problématique, puis moi, je trouve ça incroyable. Je pense qu'il y a une couple de personnes aussi dans le chat là, qui sont dans le milieu académique qui vont peut-être pouvoir corroborer ce que je dis ou non. Mais alors que dans l'industrie, c'est un peu le contraire. Je ne veux pas généraliser non plus, mais on doit voir c'est quoi le problème rapidement, puis passer à la prochaine étape, puis améliorer le jeu constamment. Puis il y a vraiment une autre dynamique, vraiment complètement différente de celle de la recherche académique. Donc, justement, ce qu'on disait, étudier une communauté sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est quelque chose que nous, on peut faire dans soit nos thèses, nos mémoires ou dans des recherches qu'on fait avec des professeurs, par exemple.
Donc ça, c'est super. Puis le type de recherche aussi est vraiment différent de ce qui se passe dans l'industrie. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, nous, il y a des personnes qui sont axées plus sur la recherche quantitative, la collecte de données, l'analyse de données aussi, par exemple à l'UQAM. Mais il y a aussi tout le pan de c'est quoi les intentions, pourquoi est-ce que les joueurs agissent de telle ou telle manière, comment est-ce qu'ils communiquent, comment est-ce qu'ils développent un langage propre. J'ai vu ça tantôt comme commentaire, mais effectivement, les communautés peuvent développer leur propre langage, leurs propres mots, puis autant dans le jeu aussi il va y avoir ce genre de pratique. Donc, il y a plusieurs enjeux justement sociaux qui sont plus larges que le jeu vidéo, mais qui peuvent être étudiés spécifiquement dans une plateforme. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont s'intéresser à la représentation des avatars. Justement, est-ce que c'est quoi la représentation des genres dans les avatars? Je pense à notamment Tomb Raider, qui est une de mes amies qui travaille là-dessus. Tout ce qui est les pratiques d'appropriation, donc comment est-ce qu'on peut détourner le jeu, comment est-ce qu'on peut venir contester ce qui est proposé par la compagnie, ce qu'on a déjà mentionné tantôt. Les jeux éducatifs, ça, je sais que c'est une thématique, je pense, qui t'intéresse, Elsa. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de monde à l'UQAM puis dans d'autres universités, comme l'UDM. Je ne veux pas rester UQAM centriste, mais il y a plusieurs autres universités qui s'intéressent aux jeux éducatifs, puis comment est-ce qu'on peut, à travers le jeu, à travers la ludification, on peut enseigner, on peut faire part de certains concepts d'enjeux sociaux. Moi, je pense aux jeux, aux news games, donc des jeux journalistiques qui sont pas très populaires, mais qui sont une manière aussi de véhiculer l'information journalistique de différentes façons. Donc, ça aussi, ça peut être étudié, puis voir comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est représenté, par exemple, l'actualité dans un jeu, puis après ça, ça peut être réutilisé à d'autres fins, mais dans un but d'enseigner. Donc, c'est quand même quelque chose qui sort de l'industrie en tant que telle, qui est axée sur la logique marchande, mais dans un but plus large d'éduquer, parce que le jeu, justement, ça peut... il y a plusieurs formes d'apprentissage possibles, puis peut-être qu'on va en parler, mais voilà. Très, très intéressant. Effectivement, tu parlais de jeux éducatifs ou il y a différentes thématiques. On va parler aussi de serious game ou de jeux sérieux. Où est-ce que l'élément central d'un jeu reste toujours le plaisir, mais qui va amener justement un aspect un peu plus informatif, éducatif, développemental. Et ça peut être très intéressant justement d'aller vers cette lignée. Il y a eu tout plein de commentaires dans le chat. Je vais juste voir... il y a, si je ne me trompe pas, c'est Margot justement qui a dit oui, on n'a pas le temps en effet de prendre le temps. Donc, ici on a une perspective un peu plus d'une personne en design de jeu et qui dit c'est justement pour ça qu'on doit collaborer avec la recherche. On est complémentaires, on a besoin de votre recherche à long terme et de votre perspective en tant que développement de jeu. Donc, effectivement, je pense qu'on nomme bien que la recherche académique est très importante. Autant pour les chercheurs, pour l'avancement, le retour à la communauté, mais aussi pour les développeurs et designers de jeux qui ont besoin d'informations puis qui n'ont peut-être pas le temps de eux-mêmes faire les recherches. Donc, de combiner les deux dans une optique, bien sûr, d'améliorer la qualité, de venir réduire la toxicité, mais aussi de venir faire en sorte que les communautés de joueurs soient de mieux en mieux, là. Donc, c'est très intéressant de voir cette relation-là entre les deux. Et il y a Twitch Boot Biboop qui dit on a aussi besoin de vos jeux quand on est tanné de faire de la recherche. Donc, je pense que c'est quelqu'un dans le domaine de la recherche qui dit ça. Laura, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est sûr, avec ce que Patrick a dit, surtout au niveau du temps. Donc, j'ai une de mes très bonnes amies qui travaille comme chercheuse dans une compagnie de jeux vidéo et leur calendrier pour réaliser une recherche, c'est, mettons, on va faire les tests une semaine et on remet le rapport l'autre semaine. Donc, on s'entend que quand ton calendrier de recherche est sur une semaine ou deux, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Donc, ça va être souvent des recherches qui vont être extrêmement intéressantes pour ce qu'elles veulent faire, mais qui vont être réduites dans leurs objectifs.
Donc, c'est une des choses que nous, on a la possibilité de faire à l'université. Puis comme Patrick le disait, c'est une chance incroyable qu'on a de pouvoir faire des recherches qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois même 5 ans sur un même sujet. Donc, pouvoir vraiment aller chercher une profondeur dans nos analyses. Peut-être quelque chose que je voudrais rajouter, c'est aussi la question du contexte. Donc, tu sais, quand tu travailles dans une compagnie de jeux et que tu fais de la recherche pour une compagnie de jeux, bien, le fait que ce soit pour une compagnie, ça change énormément la manière dont tu vas faire ta recherche. Donc, ça va être orienté nécessairement vers ce que la compagnie a de besoin. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas ou que tu ne voudras pas faire, justement, dans ce contexte-là. Donc, c'est quelque chose que la recherche académique, elle, peut faire parce que par liberté académique, on n'a aucun compte à rendre techniquement à aucun supérieur, à aucun domaine marketing, par exemple, qui peuvent mettre de la pression sur les chercheurs et tout ça. Puis aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il faut tenir en compte, c'est qu'il y a quand même très peu de compagnies qui font de la recherche. Donc, il faut que ce soit un studio quand même assez gros, avec beaucoup de moyens et tout ça. Donc, toutes les petites compagnies qui ne peuvent pas se permettre de faire de la recherche, ben, des partenariats avec des chercheurs, des chercheuses est d'autant plus importante justement parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, c'est vraiment, je vois la recherche en industrie versus la recherche académique vraiment comme complémentaire, tout à fait, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes méthodes, mais par un dialogue qui peut être établi entre les deux, on pourrait tout à fait grandir, comme on dit. C'est en communiquant qu'on peut emmener les choses plus loin aussi. Oui, effectivement, c'est une très belle approche que tu amènes, de voir qu'au final, c'est bénéfique pour les deux, là, cet échange-là, du fait que, ben, du côté des entreprises ou des designers de jeux, qui vont mettre concrètement en place des jeux pour la communauté, et du fait de la recherche, ben, qu'il y a cette liberté-là un peu plus de langue d'approche et que moins de biais social, on pourrait dire, associés à ça. Il y a, je pense que c'est Margot, encore une fois, qui dit à part pour se faire financer le CRSH quand même. Donc, j'en comprends que les entreprises peuvent se faire financer ou qu'il y a des financements possibles avec les grandes bourses, effectivement. On a abordé un peu le sujet. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire là-dessus, mais quels sont les projets de recherche que vous faites en ce moment? T'sais, vous avez parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des recherches un peu plus grandes que vous vouliez nommer? Est-ce que vous faites partie de laboratoires de recherche? Est-ce qu'il y a des chercheurs ou des recherches sur le sujet que vous aimeriez partager? Oui. Je vais y aller rapidement, mais en fait, je voulais juste ajouter aussi au point précédent que la collaboration aussi avec les entreprises, c'est très bénéfique, comme vous l'avez mentionné, les deux. Aussi parce qu'eux, ils ont accès à toutes les données, comme j'ai déjà dit, quantitatives de leur jeu, donc ce que les joueuses vont faire dans le jeu. Puis souvent, ces données-là ne sont pas accessibles au public, donc c'est vraiment la propriété de cette entreprise, par exemple Ubisoft. Donc si on n'a pas ce partenariat, ce genre de partenariat, on ne pourra pas jamais avoir accès à ces données. Donc, on va juste se rabattre justement sur ce qui est dit, ce qui est quand même notre expertise. Mais après ça, c'est important de voir, de comparer ce qui se dit à l'extérieur. Est-ce que ça se reflète vraiment à l'intérieur et vice-versa? Donc, ça, c'est aussi un autre avantage de ce genre de partenariat. Je vais juste ajouter ça. Mais en termes de recherche, j'ai déjà mentionné avec Dead by Daylight, For Honor. Personnellement, moi, je travaille en ce moment sur une recherche sur la politique dans les jeux vidéo. Donc, est-ce que les jeux sont nécessairement politiques ou politisés? Est-ce que les joueurs et les joueuses peuvent apporter une part de politique dans le jeu? Puis, de quelle manière ça se manifeste? Donc, je ne parle pas juste de politique comme gouvernement, mais tout ce qui se passe dans les rapports entre les gens, les enjeux sociaux. Donc, nous, on se penche notamment sur le code Blitzchung. Je ne vais pas partir trop longuement sur ce sujet, mais c'est un streamer, un joueur de Hearthstone, qui est un jeu de Blizzard. C'est un joueur professionnel. Puis pendant un stream, pendant un tournoi, il avait mentionné libérer Hong Kong, c'est la révolution de notre temps. Puis ce joueur-là a été banni pendant plus qu'1 an. Il a perdu tous ses gains, donc il avait fait plusieurs milliers de dollars
Puis Blizzard avait banni le joueur, puis il avait retiré ses gains. Finalement, ils ont dû s'excuser parce que ça crée un gros mouvement de contestation en ligne. Puis ils lui ont redonné son argent, puis ils ont réduit sa sanction. Donc là, c'est de voir à travers une analyse quantitative. Donc, on a une ou deux personnes qui sont plus spécialisées ici là-dessus à l'UQAM dans cette recherche-là, qui vont essayer de voir c'est quoi le genre de discours qui sort des communautés autour de cette saga. Puis moi, personnellement, je suis plus, encore une fois, dans le qualitatif, donc plus analyser à la mitaine, manuellement, qu'est-ce qui est dit, puis c'est quoi les grandes thématiques. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment est-ce que des enjeux externes aux jeux vidéo peuvent venir s'intégrer aux jeux vidéo et devenir quelque chose de tout à fait d'actualité et qui mobilise une communauté au complet. Donc, ça peut être des milliers et des millions de personnes qui sont mobilisées autour de cet enjeu-là, qui, à l'origine, dépassent le jeu vidéo. Donc, la situation à Hong Kong et avec la Chine. Puis, juste une dernière recherche sur laquelle Isert et moi, on travaille. Peut-être que tu vas pouvoir continuer, mais c'est sur Animal Crossing et l'usage de ce jeu vidéo pendant la pandémie. Donc, on s'intéresse aux usages, aux manières de réinventer les manières de jouer ou de faire face à la pandémie à travers une utilisation du jeu. Donc, par exemple, le jeu pourrait servir d'échappatoire à l'espèce de situation anxiogène qu'on vit à l'extérieur du jeu. Ça peut être aussi une manière de socialiser parce qu'en fait, en mars dernier, il y avait quand même un grand confinement et c'est à ce moment-là que le jeu est sorti. Donc là, on fait une recherche là-dessus qui est vraiment, vraiment intéressante parce qu'il y a plusieurs personnes de notre groupe de recherche, donc c'est Homo Ludens à l'UQAM, qui travaillons là-dessus. Donc on est comme, je sais pas, 15, peut-être pas 15, mais on est quand même au moins une dizaine de personnes qui travaillons là-dessus. Puis justement, on essaie de voir dans les personnes qui participent, certaines de ces personnes-là qui ont joué, c'était quoi leur pratique, comment est-ce qu'ils ont pu faire un lien avec la pandémie à travers ce jeu-là. Puis après ça, là, il va y avoir une grosse analyse théorique, mais on n'est pas rendu là à ce moment-ci. Étape par étape, comme on dit, en recherche, c'est important. Ouais, c'est ça. OK, mais vraiment intéressant cet aspect-là, justement, de politique. Puis, je pense avec Animal Crossing aussi que j'ai entendu dire qu'il y avait eu une autre situation de scandale, un peu de l'utilisation de ce jeu-là pour faire de la publicité pour des partis politiques ou autres. Donc, là, je m'y connais pas du tout, là, mais donc un sujet très d'actualité, l'intégration de la politique dans les jeux vidéo. Donc, c'est un médium pour propager des idées. Simon Dore dit il n'y a pas de politique dans les jeux vidéo. Je suis pas d'accord. Je sais qu'il niaise, mais oui, c'est inévitable qu'il y ait la politique dans les jeux. Puis, même la situation de Hong Kong, ça a été repris dans Animal Crossing. Donc, il y a eu des manifestations, disons, dans le jeu où les gens ils dessinaient des pancartes pour signifier qu'ils voulaient libérer Hong Kong dans Animal Crossing, qui est un jeu à la base super familial, super cute. Donc, c'est intéressant de voir aussi cette espèce de clash entre le design du jeu puis l'appropriation. Puis il y a aussi l'équipe de Joe Biden qui ont créé une île spécifique pour renseigner les joueurs et les joueuses sur le processus électoral aux États-Unis pour les dernières élections. Donc, qui sait, peut-être que Animal Crossing a contribué à l'élection de Joe Biden. J'imagine que quelque part dans le monde, il y a une étude sur le sujet. Sûrement. Oui, Laura, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la question? C'est sûr que moi et Patrick, on a travaillé quand même souvent ensemble, donc le projet, entre autres, sur Dead by Daylight et tout ça. Peut-être à un niveau plus théorique, je suis aussi en train de faire un projet sur la toxicité, mais vraiment à un niveau théorique. Donc, on essaie de développer un modèle avec Maude Bonenfant pour mieux comprendre, en fait, la complexité de ce phénomène-là, donc avec tout ce que j'ai pu dire aussi tantôt, donc le fait que ça peut être valorisé, ça peut faire partie des normes sociales, ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose d'extrêmement violent aussi, et que c'est un réel problème qui affecte la vie de milliers de personnes, au moins. Donc, c'est un projet d'envergure, donc peut-être un jour, on pourra en parler plus en détail. Mais sinon, il y a aussi un projet en ce moment, donc, dont le sondage va sortir bientôt, qui porte vraiment sur la diversité et l'inclusion dans l'industrie québécoise du jeu vidéo. Donc, c'est super intéressant.
ça va vraiment être un super gros projet dans le sens où on essaye de rejoindre tous les employés du milieu pour avoir leur point de vue sur qu'est-ce qu'eux, ils ont vécu, comment ils ressentent ces problèmes-là, quelle est la grosseur du problème aussi, parce que on va, ce qu'on voit dans les médias ne représente pas nécessairement la réalité actuelle des employés. Donc ça, c'est vraiment un super beau projet, vraiment important. Donc, j'en profite pour faire un peu de pub. Si jamais il y a des gens qui visionnent, qui font partie de l'industrie, vous allez bientôt être invités à répondre à ce sondage-là. Donc, ce serait vraiment très apprécié de prendre le temps parce que c'est en faisant des recherches comme ça qu'en fait, on peut faire des recommandations après aux entreprises qui, eux, vont pouvoir mettre en place des moyens de régler ces problèmes-là au jour le jour. Donc, c'est vraiment important. Wow, c'est une thématique qui me touche particulièrement, qui m'intéresse. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Puis les personnes qui se sentent concernées peuvent vous rejoindre comment? Est-ce que c'est sur la page de Homo Ludens? Ils peuvent écrire à Homo Ludens, ils peuvent m'écrire aussi. Moi, je fais partie de l'équipe de recherche, donc ça me dérange pas si les gens veulent m'écrire, mais on va envoyer un courriel pour inviter. Il va y avoir un courriel qui va être envoyé à toutes les entreprises qui vont être invitées ensuite à l'envoyer à tous leurs employés. Donc, c'est probablement eux qui vont recevoir l'invitation. Mais si les gens veulent m'écrire, ça va me faire vraiment un plaisir de répondre aux questions. Super. Donc, on aime ça quand c'est accessible puis qu'on peut interagir, justement, si jamais les gens ont des questions. Donc, super. Et là, on est un peu dans cette lignée-là, puis on approche bientôt de la fin de cette magnifique conférence table ronde. On se concentre un peu sur l'avenir, parce que l'avenir peut être très positif ou peut être très mitigé. Mais disons ici, selon vous, parce qu'on reste dans l'incertitude, mais c'est quoi les perspectives d'avenir dans le domaine de la communication, votre domaine, sur l'éthique, les communautés de joueurs et les jeux vidéo? Qu'est-ce que vous sentez? Ça s'enligne vers où, là, la recherche, puis en fait, tout ce qui concerne les communautés de joueurs? Tu peux-tu y aller? Je suis en train de répondre au chat. Je m'excuse. Ah, OK. Oui. Ah non, je peux pas, j'ai pas de compte Twitch. Non. Moi aussi, je voulais répondre. Oui, pour répondre à la question, oui, on va passer par la guilde. Donc, l'entente est déjà faite. Donc, le message va circuler par la guilde. Super. Sinon, pour ce qui est de la question des perspectives d'avenir pour tout ça, moi, j'ai vraiment l'impression que, oui, il y a tout ce qu'on a parlé, donc, la toxicité, la diversité, l'inclusion, mais j'ai l'impression qu'une des choses sur lesquelles on va devoir se pencher très prochainement, c'est vraiment comment entretenir un rapport sain avec la communauté, donc comment établir un dialogue qui va être bénéfique pour les deux parties. Et j'ai l'impression que ça va passer premièrement par une revalorisation du métier de gestionnaire de communauté qui, souvent, dans les compagnies de jeux, vont pas être valorisés à leur juste valeur, alors que c'est vraiment la ligne de front, en fait, pour le rapport avec la communauté. Selon moi, c'est vraiment un des métiers les plus importants en ce moment dans l'industrie parce que, justement, on s'en va de plus en plus vers ce qu'on a appelé les jeux comme un service plutôt que les jeux comme un bien de consommation. Donc, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont commencer à jouer à un jeu, ils vont pas le jouer pour 30 heures et ensuite on n'y retouche plus jamais. Donc, ça va être pour des dizaines et des dizaines d'heures chaque semaine pendant des années. Donc, c'est ça qu'on va appeler un jeu as a service, c'est-à-dire qu'il est en continuel, il est en présence continuelle et tout ça. Et c'est vraiment les gestionnaires de communauté qui vont permettre ce rapport sain là, entre la communauté de joueurs et de joueuses et la compagnie. Donc, d'après moi, ça va être vraiment crucial. De plus en plus, on s'en va vers cette logique de consommation-là qui est de game as a service. Donc, il va falloir, à un moment donné, que les compagnies se rendent compte que c'est les gestionnaires de communauté, en fait, qui tiennent leur jeu.
Puis qu'à un moment donné, si tu perds ta communauté, si tu perds l'amour de ta communauté, ben, t'as beau avoir des excellents programmeurs, des super designers et tout ça, ton jeu, il va pas tenir tout seul. Donc, c'est vraiment les gestionnaires de communauté. Moi, je les adore. Puis je pense qu'il va falloir que les compagnies se rendent compte aussi de leur valeur. Oui, tout à fait. Effectivement, puis je trouve ça intéressant. C'est pas la première fois que j'entends ça. Puis je pense que c'est important que ce message-là véhicule de plus en plus, de sensibiliser à l'importance des gestionnaires de communauté, leur importance dans justement le grossissement de la communauté puis le bien-être des compagnies. Donc, très belle perspective, effectivement. Moi, de mon côté, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, c'est vrai que souvent, le rapport des grandes entreprises, c'est le plus triple A qu'on dit. Souvent, c'est un rapport de consommation vraiment avec les personnes qui font partie de la communauté. Donc, on les considère comme des consommateurs, des consommatrices, au lieu d'être des membres de la communauté. C'est là que justement les gestionnaires de communauté, eux, ont un rapport plus de proximité. Puis comme Isert l'a dit, avec tout ce phénomène de game as a service, où il faut créer une relation à long terme. Puis même avant même que le jeu soit sorti, il faut déjà susciter cette relation puis la maintenir. Ben oui, ils sont super importants, ces personnes-là. Est-ce que les compagnies, après ça, vont vraiment s'intéresser à ça ou est-ce qu'ils vont garder leur perspective plus mercantile sur la chose? Je ne sais pas. Peut-être que les compagnies indépendantes, les plus petites compagnies, elles sont plus portées justement à avoir ce rapport de proximité parce que ben, peut-être qu'ils font des jeux pour d'autres raisons que, oui, ultimement, on peut faire de l'argent, mais aussi on peut faire ça par passion. Je sais que c'est un terme un peu chargé, le mot passion dans l'industrie du jeu vidéo. Mais il y a plusieurs personnes qui sont dans les entreprises indépendantes qui vont faire un jeu parce qu'ils ne voulaient pas le faire dans une grande compagnie, ils voulaient faire leur propre jeu, ils voulaient justement collaborer avec une communauté qui, elle-même, est vraiment intéressée par le jeu. Puis il y a vraiment un sentiment de co-création, même si ce mot-là aussi est quand même chargé. Chargé dans le sens que c'est pas toujours de la co-création. Des fois, il y a de la manipulation, il y a de l'exploitation des joueurs et des joueuses. Mais oui, tout ce qui est le rapport à long terme, puis avec les gestionnaires, c'est extrêmement important. Puis c'était un point aussi que j'avais soulevé dans mes petites notes, donc j'ai pas besoin de continuer là-dessus plus longuement. Mais il y a aussi tout ce qui se passe du côté, comme on a déjà aussi parlé de tout ce qui est qualitatif et que les entreprises vont peut-être de plus en plus s'intéresser à faire des partenariats justement avec l'UDM, l'UQAR, l'UQAM, Concordia et les autres universités, parce qu'il y a cette approche-là qui est vraiment différente de la leur, comme on l'a mentionné, les délais sont différents. Et après ça, c'est de faire comprendre aussi à ces entreprises qu'il y a ce genre de partenariat que ben aussi la dynamique est vraiment différente d'un milieu à l'autre, puis que les étudiants qui vont travailler, par exemple, avec une de ces entreprises, ben sont pas là justement pour faire du marketing, ils sont pas là pour régler la toxicité, mais c'est vraiment un autre type d'approche. Puis des fois, la communication entre ces deux types d'acteurs, disons, ben, est quand même difficile. Donc, mais je pense qu'il y a des entreprises qui sont de plus en plus ouvertes, puis c'est pas juste les grosses entreprises, mais il y a aussi des entreprises indépendantes. Puis à Montréal, il va probablement y en avoir de plus en plus parce que en même temps, s'il y a un financement externe, puis nous, aux universités, on est quand même très enthousiastes à faire ce genre de recherche-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui pourrait croître dans les prochaines années. Puis, de toute façon, j'avais mis une petite note aussi pour dire que tout est communicationnel dans l'industrie, puis c'est un peu cliché, mais tout ce qui se passe dans l'interaction entre la personne qui joue et la machine, ce qui se passe à l'extérieur du jeu, ce qui se passe sur Twitch, il y a toujours un phénomène de communication qui s'opère. Donc, ça peut être étudié de plusieurs manières. Je pense que, je ne sais pas si c'est demain ou lundi, ou est-ce que demain c'est lundi? Je ne sais plus on est quel jour, mais Dominique Arsenault va faire, je pense, un stream sur les perspectives en études sur les jeux vidéo. Ben, c'est clair, il y a tellement de choses à étudier. Puis, j'en vois plusieurs des étudiantes ici qui font des recherches super fascinantes sur des choses auxquelles on ne penserait même pas qu'il était possible. Donc, c'est un peu ça. Je suis un peu un scoop, là, mais non, je pense qu'en études du jeu, en études de la communication, ben, ça va être de plus en plus important aussi d'avoir d'autres perspectives que celles axées pour plaire aux actionnaires, par exemple.
C'est un peu cliché encore une fois. Mais... Ben, c'est cliché, mais c'est représentatif de la réalité. Donc, il faut le nommer. Mais tout à fait en accord avec toi. Puis c'est ça qui est beau, je trouve, du domaine de la recherche et le milieu universitaire. C'est cette grande liberté de réflexion puis de créativité, on va le nommer ainsi, au niveau de la recherche. Donc, cette possibilité-là aussi de faire du travail collaboratif avec l'aspect plus pratique, les organismes, ou même avec d'autres universités. Donc, ça ouvre la porte à plusieurs projets de recherche, mais aussi à plusieurs collaborations et plusieurs conceptions de jeux qui vont être peut-être intéressants dans les prochaines années. Puis, comme Laura le mentionnait aussi, ben, les différentes personnes qui sont aussi impliquées elles-mêmes dans le développement des jeux, notamment les gestionnaires de communautés qui sont très importants. Et de voir comment tout ça va être mis de l'avant. Déjà, avec le confinement, il y a eu un regain, je peux le nommer ainsi, positif par rapport aux jeux de jeux vidéo. J'allais dire jeux de société aussi, mais disons ici les jeux vidéo. Qui fait en sorte que c'est perçu de manière peut-être un peu moins péjorative. Il y a plus de gens qui sont ouverts à essayer des jeux. Et il y a aussi tellement une grande diversité de jeux que ça peut être à peu près accessible pour tout le monde. Et le fait que cette communauté-là, la communauté en général, est intéressée de plus en plus aux jeux vidéo, ça fait en sorte que c'est un sujet qui a un peu plus d'actualité et que, bref, on va mettre un peu plus de financement, la recherche va être axée un peu plus là-dessus. Et ça fait en sorte que les perspectives d'avenir sont vraiment beaucoup plus grandes et positives, que ce soit dans le domaine des communications ou d'autres domaines connexes. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus. En fait, ce serait un peu une période de questions, une période de discussion ouverte. S'il y a des gens dans le chat qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. On est là pour ça, pour répondre à vos questions. Si jamais il y a des gens qui regardent mais qui ne peuvent pas poser de questions, vu que c'est sur Twitch, en fait, ben, je pense que vous pouvez... non. Je pense que ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que ça va être en diffusion sur la plateforme de l'UDC Montréal Joue, puis à ce moment-là, je pourrais répondre à vos questions. Ou sinon, directement contacter, j'imagine, si vous êtes accessible, Patrick et Laura, qui vont pouvoir être accessibles pour répondre à vos questions. Sinon, dans le chat, dans ceux qui peuvent, est-ce que vous avez des questions? Ça peut être des questions très spécifiques avec ce qu'on a mentionné ou des sujets qu'on n'aurait pas abordés que vous vous dites, il faut absolument qu'on parle de ça. Il y a Savard qui demande, je pense que vous le voyez peut-être, mais est-ce que vous regardez les communautés québécoises plus précisément ou c'est toujours at large? Moi, personnellement, j'ai jamais fait de recherche sur une communauté spécifiquement québécoise, mais dans la recherche dont j'ai parlé plus tôt sur Guild Wars et League of Legends, on avait fait des entrevues et par nécessité de la recherche, nos entrevues étaient tous avec des joueurs et des joueuses québécoises. Donc, on avait quand même une partie de la recherche qui était plus spécifique au Québec, mais l'optique de la recherche était vraiment d'aller voir plus largement la communauté. Puis il faut dire aussi qu'il y a une problématique dans le sens où c'est extrêmement difficile de savoir d'où viennent les joueurs. Donc, nous, moi et Patrick, on fait souvent des recherches sur Reddit, par exemple, et à moins que quelqu'un écrive QC dans son nom, on n'a aucun moyen de savoir qu'ils viennent du Québec. Donc, pour ça, ça rend ça plus difficile. Donc, la majorité de nos recherches portent sur du matériel qui se trouve en ligne. Donc, on ne peut pas vraiment savoir d'où les gens viennent. La plupart du temps, c'est sous pseudonyme aussi. Donc, on ne peut pas les rejoindre autrement nécessairement. Donc, c'est quand même, au niveau de la logistique elle-même, ça peut être difficile de faire une recherche qui soit vraiment sur une sous-communauté spécifique. Mais oui, puis personnellement, non plus, j'en fais pas sur les communautés, disons, québécoises de jeux, parce que moi aussi, je m'intéressais plus largement à certains phénomènes, soit Minecraft ou, pour ma thèse, c'est différent, mais si je m'intéresse plus à un phénomène large, mais je sais qu'il y a quand même quelques étudiants et étudiantes à l'UQAM, en tout cas du moins, qui font des recherches qui portent sur des communautés québécoises, puis pas nécessairement des communautés de jeux vidéo, mais des communautés dans un bar de jeux vidéo, par exemple.
Donc, des gens qui se regroupent je crois que c'est au Meltdown ici, qui est sur Saint-Denis. Donc, ça peut être un genre de recherche qui est faite ou quelqu'un qui s'intéresse à des étudiants qui jouent pas à Minecraft, mais à Classcraft ou qui apprend par le biais de ce jeu éducatif sérieux, qu'on peut le qualifier. Donc, non, personnellement, je ne le fais pas non plus, mais il y a toujours cette possibilité d'aller plus micro, puis d'étudier. Puis si c'est un jeu québécois en plus, ben c'est encore une meilleure occasion justement d'étudier le retour de joueurs ou de joueuses québécois par rapport à ce jeu-là, parce que si ça représente le Québec et ainsi de suite, ben ça peut être intéressant justement de voir de faire ce genre d'études. Peut-être que le monde dans les commentaires qui sont dans d'autres universités, ils font ce genre de recherche-là, je sais pas. OK. On a une deuxième question. Ça va, encore une fois. Est-ce que le jeu de société et jeux de rôle sont en dehors de votre corpus? Alors là, j'imagine on parle peut-être un peu plus soit de vos recherches personnelles ou dans le programme à l'UQAM ici. Ben, vas-y. Ben, je vais y aller rapidement, mais oui, moi, non, personnellement, c'est pas dans mon corpus, dans ce sur quoi je travaille, mais oui, il y a plein d'étudiantes qui vont se pencher sur le jeu de rôle ou les grandeurs nature ou les jeux de société. Donc, par exemple, quelqu'un qui a terminé son mémoire, mais qui s'intéressait à la cohésion, les groupes restreints dans les jeux de société, donc les rapports entre les personnes, les rituels qui sont développés à travers le temps, donc la nourriture, comment est-ce que ça peut être une forme de communication pré-pandémie, mais comment est-ce qu'on venait se rejoindre dans un lieu, puis qu'on avait certaines pratiques, puis peut-être des gens qui sont plus dominants dans ce groupe-là, donc plus des leaders. Donc, à l'UQAM, il y a beaucoup de recherches. En tout cas, il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants, mais oui, qui vont porter pas simplement sur le jeu vidéo. Ouais. Super. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je me souviens plus s'il y a quelqu'un d'autre après moi, mais je ne veux pas couper dans le temps. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat. Je vois le nombre de spectateurs, c'est très apprécié. J'espère que vous avez apprécié également cette première épisode de Ludiquement Sérieux qui était sur les communautés de joueurs. Comme vous voyez, c'est un sujet extrêmement profond, pointilleux. C'est pas pour rien que Patrick et Laura font leur recherche et leur travail sur le sujet. Donc, c'est sûr que si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre, comme on a nommé tout à l'heure, leurs deux travaux, leurs deux pages Internet et leurs travaux universitaires et personnels qu'ils font sur le sujet. Donc, en fait, c'était Communauté de joueurs ludiquement sérieux avec Patrick Deslauriers et Laura Isseux, La France Saint-Martin, et Elsa de Ludipsy. Donc, merci encore. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à aimer la chaîne Ludipsy et à suivre les prochaines activités de Montréal Joue, notamment ce soir à 20h30. Je joue avec Sébastien à Keep Talking and Nobody Explodes. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick et Laura le jeu. Donc, ça va être très intéressant comme jeu interactif avec le public. Donc, on termine là-dessus. Donc, passez une belle journée à tous et je vous souhaite de vous amuser pour la suite des choses avec Montréal Joue. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui était là, pour vrai, puis l'invitation, c'était super le fun. Oui, je vous laisse si vous voulez faire un petit mot de la fin avant que je fasse la transition. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était vraiment super. Donc, merci pour les gens qui ont posé des questions aussi dans le public. C'est toujours plus le fun de faire ça à plusieurs. Oui, totalement d'accord avec vous. Puis merci encore d'avoir accepté. C'était vraiment le fun de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, on fait la transition vers la petite image de fin. Bye bye! Bye!